Lundi 10 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, négociations entamées entre les plaisanciers marins-pêcheurs et la mairie de Schellcher. Ils sont une vingtaine sommés de quitter la plage de la commune. Après 3 heures de discussion, le conflit n'a toujours pas trouvé d'issue. Un carré de terre, même un balcon suffisent pour installer son jardin créole. Tout est question d'organisation. Démonstration dans quelques instants avec 2 entrepreneuses qui ont pris le pari d'équiper le maximum de Martiniquais. La cuisine de Martinique à l'honneur cette année au Salon de la gastronomie des Outre-mer qui va se dérouler dans quelques semaines à Paris. L'organisatrice Babette de Rosière est l'invitée du journal. Et puis pour finir, nous irons à l'Office culturel du Robert pour découvrir une exposition hors du commun. L'artiste Lemki, pilote de ligne et peintre, Joël Lemki, pilote de ligne et peintre, une combinaison originale pour un résultat détonnant, vous verrez. 3 heures d'échange en mairie et toujours pas de sortie de crise. À Schellcher, une vingtaine de plaisanciers et de marins-pêcheurs sont toujours sommés de quitter la plage qui leur fait office de port d'attache. Ils espèrent encore trouver un terrain d'entente avec la mairie. Le reportage de Cécile Mar et Corentin Bellard. Après 3 heures de discussion, marins-pêcheurs et plaisanciers de Schellcher sont repartis sans véritable solution, mais avec une amorce de dialogue. Ils sont une vingtaine qui ont reçu lundi dernier un arrêté d'expulsion de la plage du Bourg pour leur bateau. Certains l'occupent depuis des décennies et il faut, selon le courrier reçu, déguerpir dans la semaine. S'ils veulent qu'on nettoie, on peut nettoyer. S'ils veulent qu'on fasse un petit rangement, on peut le faire. Il suffit juste de demander, mais pas de donner des expulsions aux gens comme ça. 8 jours, 100 € par jour, c'est un peu chaud. On a parlé, nous ont expliqué que voilà quoi, c'était pas eux, c'était la DEAL. Alors il y a des démarches à faire, ils nous ont expliqué un petit peu qu'il faut aller à la DEAL pour un AOT. Pour faire un AOT, enfin ça a parlé, mais en fin de compte, voilà. Seuls 2 marins-pêcheurs sont concernés, les autres sont des Schellcherois propriétaires de bateaux. Mais leur occupation date parfois de leurs parents. Ils ont reçu le soutien du député Nadeau via son représentant et du comité des pêches. Monsieur Nadeau et PIA, de manière générale, nous appelons tout d'abord évidemment au dialogue entre les parties. Et d'ailleurs, en ce sens, Marcelin a fait un courrier pour demander de surseoir au délai d'exclusion des plaisanciers et des marins-pêcheurs. Quand vous regardez sur les autres sites, vous avez dans les ports, on a les ports de pêche. Donc moi, je n'ai pas de port de pêche là où j'habite et je suis carrément ancré derrière ma maison. Donc chaque marin-pêcheur fait en fonction de leur habitation. C'est bien vers la DEAL, un service de l'État, que les ont renvoyés la mairie, même si la première adjointe au maire reconnaît que la municipalité veut mettre de l'ordre sur la plage du Bourg. Cette décision a été prise par la DEAL. Mais c'est vrai que nous avons depuis longtemps manifesté la volonté de pouvoir faire en sorte que le domaine public soit organisé. Et là, c'est vrai il faut l'avouer, il y a une désorganisation du domaine public. La mairie a promis d'accompagner les démarches de ceux qui veulent récupérer leur AOT, autorisation temporaire d'occupation. Des problèmes similaires auraient été soulevés au Carbet et à la baie des Mulets, toujours liés aux autorisations de l'ADEAL. C'est un rendez-vous incontournable du calendrier, la journée de sensibilisation à la défense et à la citoyenneté. Aujourd'hui au Fort Saint-Louis, 90 jeunes ont découvert l'univers marin et militaire, de quoi peut-être susciter des vocations. On voit cela avec Viviane Dofredos et Christelle Sivat. Les Rangers font 2 kg à peu près. Le surpantalon, il fait 1,5 kg. La veste textile, elle aussi, fait 1,5 kg. La cagoule élégant, qui font 1 kg. Nous avons le casque, qui fait 2 kg. Et nous aurons l'appareil respiratoire qui fait 16 kg et le masque qui fait 600 grammes. 25 kg au total à supporter en pleine intervention. Le chef d'engin pompier militaire Irvine vient de gagner l'admiration de ses jeunes stagiaires. Je ne me vois pas pratiquer leur métier si dur au quotidien, avec cette charge sur le dos. Dans l'intervention, tu vas être comme ça, d'accord ? Et moi, je vais t'aider à diriger ton jet. Après, je viens d'essayer une lance à incendie des pompiers et il y a beaucoup de pression. La force est vraiment nécessaire. C'est pas trop mon type de métier. Ces adolescents volontaires découvrent les métiers de la Marine nationale. Durant 2 semaines, ils effectuent le SNU, Service national universel. Ils découvrent le milieu militaire, marin et surtout le travail d'équipe.
le radar ici. Vu qu'on est organisé en maisonnée, on doit travailler ensemble. Donc quand on est sous les épreuves, on affronte d'autres maisonnées qui sont aussi organisées, des élèves d'à peu près de notre âge. Et pour gagner, il faut savoir travailler ensemble. On ne doit pas se battre entre nous, donc voilà, l'esprit d'équipe. Si on n'avait pas cela, ce serait compliqué au quotidien. Des vocations naissent et se confirment. Moi je trouve ça très intéressant, ça nous montre qu'est-ce qu'ils font, avec quel bâtiment, avec quel véhicule, tous les outils qu'il faut. Et moi je suis intéressé vers ça parce que j'ai peut-être projet de devenir pompier plus tard. L'objectif de cette sensibilisation à la défense et à la citoyenneté est donc atteint pour les forces armées aux Antilles. L'intérêt déjà c'est de bien faire connaître la Marine nationale et les forces armées à des jeunes qui sont dans une démarche d'engagement. Le métier de marin, qui est un métier d'engagement, c'est un métier qui est accessible à tous ceux qui veulent s'engager pour les autres. Si vous êtes jeune sportif, volontaire et aimez aider les autres, n'hésitez pas à élargir votre horizon. La Marine nationale est peut-être faite pour vous. En bref, vous avez peut-être senti la terre trembler cet après-midi vers 16h30. Un séisme a bien été enregistré, mais au nord d'Antigua et Barbuda, 6,9 de magnitude, précise l'article de Caroline Popovic à lire sur notre site internet. Et le choc a été ressenti aussi jusque chez nous. Et à noter également cette vigilance jaune en cours ce soir pour forte pluie. Une onde tropicale aborde les Petites Antilles. Météo France annonce jusqu'à 80 mm de cumul de pluie. La Colombie et le Brésil vont-ils parvenir à stopper la déforestation de l'Amazonie? Ce week-end, le président colombien Gustavo Petro a reçu son homologue brésilien pour discuter de la mise en place d'une coordination régionale. La rencontre a eu lieu à la ville de Leticia, ville colombienne d'Amazonie. En présence de représentants d'Amérique du Sud, Gustavo Petro affiche sa volonté de protéger la forêt et de promouvoir le développement durable dans la région. Le mois prochain, ce sera au tour du Brésil de recevoir les pays partageant le territoire amazonien dans le cadre cette fois d'un sommet. Se réapproprier les espaces verts, cela permet aussi de gagner en autonomie alimentaire. Deux jeunes entrepreneuses martiniquaises en ont fait leur fonds de commerce. Elles se sont lancées dans la transformation de balcons et de terrains en jardin créole. C'est le reportage de Caroline Antich-Martin et Thierry Saucan. Dominique et Léa ont un rêve commun, transformer tous les espaces verts, même les plus petits, en jardin créole. C'est un jardin qui est proche de la maison, qui ne doit pas être trop loin et qui regroupe la majorité des choses dont l'habitant a besoin pour se nourrir, mais aussi pour se soigner. Les plantes médicinales ont une place très importante dans le jardin créole, mais pas que. On y retrouve des plantes potagères un peu comme la tomate, l'aubergine, mais aussi des racines en fait. C'est un tout. Début 2023, Léa et Dominique ont créé leur société. À la demande d'entreprises ou de particuliers, elles réalisent des diagnostics, puis, le cas échéant, des jardins créoles adaptés aux envies et besoins de leurs clients. Que ce soit sur balcon ou dans des jardins en pleine terre ou en bac, en général on est sur du minimum 3 heures, c'est entre 3 et 5-6 heures. Donc on vient avec tout. Selon les devis, souvent les clients n'ont pas grand-chose sur place, donc on va venir avec la terre, le fumier, les plantes, les bacs qu'on fait fabriquer sur mesure et bien sûr on assure un suivi. Donc on a un système d'abonnement, souvent on offre 1 ou 2 mois d'abonnement de suivi et on va venir une fois par mois regarder le jardin, désherber, enfin voilà, faire ce qu'il y a à faire. Et au-delà de ça, on a la possibilité aussi d'avoir un suivi à distance. Dans ce jardin privé à Trinité, la cliente a opté pour 3 grandes jardinières et quelques plants de fruits et légumes. Première étape, la préparation du sol, dite en lasagne. Dans ce bac-là, on a mis par exemple des roches, des branches mortes, même des troncs de bananier en fait. On a mis une couche ensuite de déchets bruns, de déchets secs. Par-dessus, un petit peu de déchets verts et encore une couche de déchets secs. Donc tout ça, ça va se décomposer et en fait, ça va apporter des nutriments à la terre et on n'aura pas besoin de venir apporter des fertilisants, etc. Alors, la terre sera riche pour un bon moment. Tout bio et d'ailleurs la terre, c'est une terre saine, sans chlordécone, qui vient de Bellefontaine. D'ici quelques semaines, ce coin de verdure jusqu'ici inexploité fournira à sa propriétaire de quoi se nourrir et se soigner. Un petit pas de plus vers l'autosuffisance et l'autonomie alimentaire.
Un engouement qui se répand jusque dans nos fourneaux. La cuisine martiniquaise est en pleine mutation. Chaque jour, de nouvelles recettes émergent, une base de tradition saupoudrée de modernité. Catherine Gagné-Quéon et François Marlin ont fait le tour des belles adresses. Bon appétit. Merci. Un petit piment? Volontiers, avec un peu d'huile, s'il vous plaît. D'accord. Une assiette tradition comme les aime Sylvain. Légumes pays, poissons frits, lentilles. Dans ce restaurant, seuls les produits locaux sont cuisinés. Liliane est restauratrice depuis 20 ans. C'est sa marque de fabrique, son essence. Je cuisine toujours pareil. Je prépare mes repas toujours à la veille, l'assaisonnement tout à la veille. Et le matin, c'est mélangé dehors pour prendre l'odeur. Comment ça sent bon chez Liliane, il faut qu'on vienne manger chez Liliane. Cette odeur appétissante fait revenir les habitués. Service rapide et garantie authentique. Je mange de gastronomie, le bon plat de chez nous. La majorité des gens qui viennent ici recherchent ce côté justement traditionnel, nourriture, il y a, je sais pas moi, 30-40 ans en arrière, fait par les mamies bien cuisinées, quoi. J'ai fait l'école hôtelière, je connais la gastronomique, voilà. Mais c'est pas... Non, c'est pas moi, parce que gastronomique, c'est ici de manger. Et si nous, Martinique, nous, on même manger à pour de nous bien plein pour nous partir, nous dire, ouais, moi, bien manger. Voilà, c'est ça. Près de 800 restaurants de ce type coexistent en Martinique. Passion commune, mais dans un autre univers. L'atelier de Nathanaël Ducteil, c'est ici. Environnement moderne, lui refuse de qualifier sa cuisine de gastronomique. Je suis un peu plus simple dans le choix de mon vocabulaire. Et je dis juste que je suis cuisinier, je cuisine et je partage avec les gens ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Voilà. La cuisine, c'est son domaine depuis 19 ans et que de chemin parcouru. Un atelier, une cuisine privative à emporter et depuis 3 semaines, un restaurant. Aujourd'hui, il délègue, forme et endosse le rôle de concepteur-créateur, insatiable, aussi attaché à la tradition. Ma fierté, c'est de voir des gens de 70, 80, voire plus, qui consomment ce qu'on propose, par exemple, sur la vente à emporter. Il y a des mamies, entre guillemets, qui sont hyper fans de ce qu'on fait. Parce que malgré le taillage un peu différent ou la cuisson différente, elle retrouve ce goût d'antan. Donc un fruit à pain bien cuisiné avec du curcuma, un piment végétarien ou un piment fort dans une viande, elle retrouve ça. Le côté boucané, le côté roussi, elle le retrouve sans pour autant qu'on soit sur les mêmes méthodes d'il y a 20 ans. Ce métissage des modèles culinaires semble exister harmonieusement sur le territoire. Une richesse gourmande explorée bien au-delà du pays. Et justement, la cuisine martiniquaise, la Martinique même sera l'invité d'honneur au Salon de la gastronomie des Outre-mer. L'événement aura lieu du 26 au 28 juillet prochain à Paris. Janvier prochain à Paris. Et pour en parler, l'organisatrice Bavette de Rosière, que vous avez déjà entendue, invitée du journal. Bonsoir. Mais j'ai quelque chose à dire, parce que moi, madame, j'ai rencontré une dame formidable cet après-midi. Je ne voulais même pas la quitter. Et si je n'avais pas Outre-mer première, peut-être que je serais encore avec elle. Je préfère pour la saluer. C'est Madame Bénédicte Di Geronimo. Si elle regarde, je lui envoie un petit bisou parce qu'elle est exceptionnelle. D'accord, parce que cet après-midi, vous étiez déjà sur le terrain. Voilà. On dit quand même aux téléspectateurs que vous êtes en Martinique pour promouvoir justement le salon de la gastronomie des Outre-mer. L'idée, c'est aussi de convaincre les professionnels de venir, d'être Absolument, repris. parce que de toute façon, nous avons une culture à défendre. Pourquoi ce salon? Ce salon, c'est pour valoriser justement nos talents, notre savoir-faire, notre culture. Et c'est pour ça que je me bats depuis 9 ans. Ça va être la 9e édition. Je me bats justement pour mettre en lumière ces Outre-mer qui ont été tellement bafoués, tellement oubliés. Maintenant, il faut qu'on soit devant la scène. Alors, et c'est pour ça que j'ai monté ce salon. Et vous avez mis la Martinique à l'honneur pour cette prochaine édition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents en Martinique. Vous savez que moi, j'ai fait une émission en Outre-mer, dans l'ensemble des territoires, et j'ai pu juger la capacité gastronomique de chaque territoire. Et je pense qu'à la Martinique, les jeunes, ça m'a même étonné de voir comment ces jeunes ont un engouement pour créer, pour porter haut la cuisine martiniquaise. Et je me suis dit, voilà, la Guadeloupe et les autres vont suivre, ils sont en train aussi de faire beaucoup de choses. Mais je me suis dit, là, on va voter, on va voir qui est-ce qui sortira
comme invité d'honneur. Et surtout que c'est la Martinique qui a remporté le flambeau. Donc maintenant, je suis en Martinique justement pour dire aux jeunes de s'intéresser davantage à la cuisine et pour essayer de mettre en valeur les produits du cru. Parce que ça m'est arrivé dans mes périples de trouver des jeunes qui sont par exemple de La Réunion ou autre et qui ne connaissaient pas leurs vrais produits. Alors vous parlez des jeunes martiniquais, quel regard justement vous portez sur cette appropriation des recettes locales? Je pense à par exemple Nathanaël Ductet qu'on a vu dans le sujet, Brice Laurent Dubois qui Alors Nathanaël, c'est un garçon qui m'a fait goûter un plat exceptionnel lorsque je suis allée dans un chai du rhum, je ne sais plus quel rhum. Il y avait le monsieur qui était champion du monde du rhum. Il m'a fait goûter des pépites uniquement faites avec des produits locaux. Oui. J'avais jamais mangé une transformation comme ça de nos produits locaux. Et c'est ça que je vénère, et c'est ça que je veux. Je veux que toutes les régions, les territoires des Outre-mer apportent justement ça, parce qu'on a tendance à nous oublier. On n'est pas des immigrés, nous sommes un pan de la cuisine française. Donc il faut mettre en avant nos produits. Le pari, c'est aussi celui de raffiner une cuisine qui a souvent souffert de... Pas souffert, parce que nous, nos grands-mères cuisinaient d'une certaine façon. Mais ceux qui ont privilégié le goût. Oui, mais ça. Avec la cuisine des jeunes, on est toujours axé sur le goût, on est toujours axé sur les produits locaux, mais on travaille d'une autre manière. Pourquoi? Parce que la cuisine a évolué. Alors, est-ce que on ne travaille pas de la même manière d'offrir une image raffinée de la cuisine martiniquaise? C'est l'image même de sa gastronomie. C'est C'est l'image même du salon de la gastronomie des Outre-mer. Ce salon, il attire les ultramarins, les Antillais ou un large public? Tout le monde, un large public. D'ailleurs, ça porte bien son nom, c'est un salon un large public, mais c'est un salon dédié aux Outre-mer. À ça, je fais un point d'honneur, parce que moi, je me rappelle quand j'ai démarré la télévision, j'ai démarré justement la cuisine créole, et je parlais de cuisine créole, on me disait surtout pas de cuisine créole, etc. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Maintenant, on est dedans. Maintenant, on commence à avoir de la reconnaissance. Et c'est pour ça que je dis aux Ultramarins qui nous écoutent, il ne faut pas renier. Il ne faut pas renier votre culture, au contraire, il faut la valoriser. Et c'est ça l'objet de ce salon, valoriser les Ultramarins. Ils ont du talent, ils savent faire des choses, et pourquoi pas les mettre au grand jour. C'est pour ça que j'ai créé ce petit toit qui est à la porte de Versailles pour nos Outre-mer. Avec une centaine, si je ne m'abuse, d'exposants. Donc 6 000 ce sera mètres carrés. 6 000 mètres carrés, une centaine d'exposants du 26 au 28 janvier prochain. Exactement, et deux nocturnes. Deux nocturnes. Voilà. Merci beaucoup, Babette de Rosière. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes encore quelques jours sur le territoire avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je veux remercier quand même le président du CMA, M. Salomon. Le message est passé. Voilà, merci beaucoup, Babette de Rosière. Voilà. On poursuit ce journal à Trinité. Jusqu'à 30% de clients en plus pour certains commerçants et pour d'autres. C'était un jour comme un autre. Quelles retombées économiques génère le passage du tour cycliste? On fait le point avec Edwin Eldérald. Une affluence hors du commun. Ce restaurant voit défiler les clients venus voir le tour cycliste. Pâtisserie ou encore sandwich, tout est prêt à être consommé. Grâce à l'arrivée du tour, ce sont entre 60 et 100 clients qui seront ajoutés au nombre habituel. Une augmentation qui nécessite une préparation. On produit déjà en amont pour le jour J et pour accueillir toute la clientèle, que tout le monde soit satisfait. C'est vrai qu'on fait plus, dans tout, on fait plus. Certains commerçants n'en profitent pas. Si des commerçants ferment leurs portes, d'autres restent ouverts mais ne constatent aucune différence. L'événement semble reprendre le dessus. C'est une journée comme les autres. Les gens viennent voir le tour et ils prennent leur glacière, leurs boissons, ils font leurs petites affaires. Et le but du jeu, c'est de voir l'arrivée pour eux. Et voilà. C'est pas forcément pour venir manger à l'extérieur. Un bilan mitigé, même si tous les commerces ne sont pas touchés par l'événement, l'arrivée du tour reste une attraction positive pour la ville. Le tour cycliste qui achevait ce lundi sa 3e étape, 125 km 300 entre Fort-de-France et Trinité. Et c'est Laurent Néror du Madinina Biker Gédimat qui s'impose en 3h16 minutes 28 secondes, tandis que Guillaume Gaborio du Team Energizer récupère le maillot jaune. Retour sur l'étape avec Christophe Arnerin.
Départ au pied du quartier Châteauboeuf à Fort-de-France pour les 98 coureurs entrant en compétition pour cette 3e étape. Premières escarmouches dans l'ascension du quartier Foyalais avec Myron Mellister du CCV et Christopher Hippolyte de la team Energizer. Juste derrière, le peloton fait la jonction avec à la manœuvre Diego Souraca Cabezas de la Pédale Pilotis. Après 28 minutes d'effort sur une chaussée hostile, 4 hommes prennent l'échappée. Camillo Castro de la PP, Mathias Gast de Haguenau-Byzantine, Phil Glee, palmiste de la sélection de la Guadeloupe, William Petris du Manna Bikers, Gédimat. Derrière, le peloton du maillot jaune du Guyanais Dylan Will serpente et bloque pour l'instant toute tentative d'échapper. Déjà 1 heure de course et 43 km au compteur au quartier d'Ostalie. Laurent Néror du Manna Biker Gédimat s'offre une sortie. Mais l'échappée sera de courte durée. Il sera repris juste avant le quartier Châteaupaille au Vauclin. Pendant ce temps, le maillot jaune Dylan Will tente de reprendre la main et accentue la cadence afin de recoller au groupe de tête. Ils sont désormais 9 en tête de course. Mais au chrono, l'écart se creuse entre les différents groupes. 1 minute 37 avec les poursuivants et 2 minutes 44 avec le peloton maillot jaune. Dernier rendez-vous du parcours, l'ascension de la côte de l'Estrade, lieu populaire par excellence où se joue la victoire d'étape. Laurent Néror du Manna Biker Gédimat l'a bien compris et se positionne aux avant-postes dans la roue de Nicolas Brismontier du team Citroën Chartres. À 500 mètres de la ligne, Laurent Néror lance son sprint et remporte la 3e étape à Trinité en 3 heures, 16 minutes et 28 secondes. Le Guyanais Dylan Will accuse 1 minute 53 de retard à l'arrivée et concède son maillot jaune à Guillaume Gaborio du team Energizer. Et on part à l'Office culturel du Robert pour finir à la découverte d'une exposition peu commune, celle de Joël Lemki, jeune pilote de ligne. Il s'inspire de tous les paysages qu'il a traversés pour nourrir ses toiles. Je vous laisse les découvrir avec Dominique Legros et Patrice Châteaudégard. Un jeune homme en extase devant un avion, une béatitude qui le tient depuis sa plus tendre enfance. D'ailleurs, inutile de vous dire que Joël Lemki est depuis quelques années pilote de ligne. Son outil de travail, le voici, un Airbus 320 qu'il a immortalisé sur ses toiles, tout comme la centaine d'avions en vol ou sur le tarmac qu'il a déjà reproduit en peinture. C'est venu tout seul. C'était un jour, pendant que j'étais en formation, avec quelques difficultés pour financer la formation, je me suis posé à un moment donné, détendu, et puis je me suis mis à peindre. Et j'ai découvert ce talent. J'ai découvert un jour que j'avais un don. Ces deux compagnies-là étaient similaires. Elles venaient à l'époque ici. Et ben, je les ai mis face à face, dans la même position, même type de virage, même angle. Des perspectives bien mesurées, des reliefs et même l'environnement aérien ou terrien des avions est reproduit au moindre détail. C'est dire que la mémoire de Joël Lemki est mise à rude épreuve. Je les regarde depuis ma naissance. Depuis petit. Je les observe et de mémoire, j'arrive à recréer comme ça. On pourrait me demander n'importe quel avion, je le recrée en 3 minutes, je veux dire en croquis. Des avions en vol dans les nuages, au-dessus des paysages paradisiaques, toute ressemblance avec des situations existantes ne serait pas fortuite. Tout semble si réel qu'on croirait même des prises de vue photographiques. Comme ici, cet avion qui survole la pittoresque commune des Anses d'Arlé. Ou encore là, ce souvenir très personnel vécu en bout de piste de l'aéroport Aimé Césaire. Puis une fois, je me suis rendu, il y a ma femme qui est venue avec moi et on est resté là, on a regardé les avions. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, alors du coup, j'ai tout représenté. En attendant d'être le 31e peintre de l'espace du monde, Joël Lemki souhaiterait reprendre les vols. Pour ça, il devra débourser quelques milliers d'euros pour récupérer 500 heures de vol. D'ailleurs, il nous confie que la vente de ces 4 toiles suffirait à financer son nouveau départ, au-dessus des nuages, la tête encore plus dans les étoiles.
Une exposition visible jusqu'au 21 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Les négociations sont entamées entre plaisanciers, marins-pêcheurs et la mairie de Schellcher. Ils sont une vingtaine sommés de quitter la plage de la commune. Après 3 heures de discussion, le conflit n'a toujours pas trouvé d'issue. Voilà pour l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. À tout de suite.